Donc bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui aussi nombreux pour cette expérience de paysage, donc habiter les pyropaysages présentés par Jordan Skrupak aujourd'hui. Donc c'est suite à la balade botanique qu'on a pu faire toute cet après-midi autour de la dune du Pilat. Il nous a fait une visite guidée très intéressante, dont la plupart ont été là. On remercie le Conservatoire du Littoral pour nous avoir permis d'avoir les autorisations pour se promener autour de cette dune du Pilat dans les paysages post-incendie, et notamment aussi la mairie de la Teste de Buch. Cette expérience de paysage, ça s'inscrit dans tout le processus d'expérience qu'on a mis en place depuis maintenant quelques années grâce à Sonia Fontaine qui a réanimer un peu, activer cette expérience de paysage en Nouvelle-Aquitaine. Donc l'expérience de paysage, c'est un travail qui se fait entre la Fédération française du paysage, l'ENSAP, donc l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux, puis le CAUE. Donc on est aujourd'hui très content de se déplacer à Arcachon pour cette expérience-là. Donc Jordan va nous parler de ce paysage post-incendie qui s'est passé derrière la dune du Pilat en 2022. Donc on nous a expliqué longuement aujourd'hui les tenants et les aboutissants. Et là, il va un peu élargir le sujet à ce que je comprends, mais on va laisser la place à Jordan pour s'exprimer sur le sujet. Bonne expérience à vous. Bonsoir à tous. Merci Anselme, et je voudrais commencer par remercier la Fédération française du paysage, délégation Nouvelle-Aquitaine, de m'inviter pour cette expérience de paysage pour parler en tant que méditerranéen de la zone sud-est, PACA-Corse, d'une pratique de paysagiste sur la gestion du risque incendie. Et l'objet de cette conférence, c'est de vous démontrer que la profession de paysagiste concepteur a, si ce n'est une expertise, une capacité à proposer et venir en tant que médiateur sur des zones qui sont parfois réduites à des situations de conflit, des situations problématiques, des injonctions contradictoires entre des enjeux de sécurité civile et des enjeux environnementaux. On s'aperçoit que le changement climatique aujourd'hui vient rebattre un peu les cartes de la gestion de crise et la gestion opérationnelle sur les territoires, et que les pompiers en premier exigent, ou en tout cas aspirent à une résilience territoriale, c'est-à-dire réduire la vulnérabilité, qu'elle soit structurelle ou sociale, en appelant à améliorer ce qu'on appelle la culture du risque dans les territoires. J'ai une pratique de 10 ans maintenant sur les territoires méditerranéens, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et en Corse. Et l'objet de la conférence de ce soir, c'est poser la question de habiter les pyropaysages. Et à travers cette question de l'habiter se pose forcément la question d'une trajectoire climatique qui pose un bon nombre de questions, et d'une réponse opérationnelle sur les territoires. Donc merci encore à la FFP Nouvelle-Aquitaine et tous ceux qui ont œuvré en coulisses. Je pense à Sonia Fontaine et Marina Tonon pour les questions d'autorisation de cet après-midi, et puis aussi le Conservatoire du Littoral et la mairie de la Teste de Buch. Démarrons sur cette question des pyropaysages par un préalable qui est que la question de l'incendie, telle qu'elle est connue et appréhendée par notre société, c'est la question de l'interdit. Gaston Bachelard nous rappelle que l'interdiction sociale est notre première connaissance générale du feu,
Et donc, ça joue énormément dans le jeu de perception et dans l'appréhension du risque tel qu'on le connaît aujourd'hui. En Europe du Sud, notamment le bassin méditerranéen, les forêts méditerranéennes font régulièrement l'actualité lorsqu'elles brûlent, pour deux raisons. La première, c'est qu'elles concordent avec une saison hautement touristique, avec des publics qui sont parfois peu familiers de cette question de la saisonnalité du risque, et en même temps un cortège floristique, en tout cas une génétique au niveau écologique d'écosystèmes méditerranéens qui reposent sur cette perturbation feu de forêt. Elles sont faiblement productives, elles assurent néanmoins des services écologiques et plutôt ce qu'on appelle des PFNL, des produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire des biens ou des services qui relèvent de la production par l'élevage, le pastoralisme, l'apiculture, la cueillette des champignons, la chasse, et qui ne sont pas une économie qui repose sur le bois. Et la question climatique, telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle qu'on nous la présente pour l'avenir, nous pose une problématique autour de ce que les pompiers qualifient d'AFERPU. C'est un sigle qui veut dire autre feu de l'espace rural et périurbain, et qui met en lumière finalement des enjeux de planification territoriale et d'aménagement du territoire. Et donc, en tant que paysagiste, l'idée, c'est d'amener progressivement cette question qui est soumise à l'expertise de forestiers et d'acteurs de la sécurité civile vers les acteurs de la gestion et de la planification du territoire, c'est-à-dire l'urbain, l'agricole, en se disant que les paysages méditerranéens ont sans doute dans leur ADN une gestion croisée, en tout cas on parle de multifonctionnalité, en se disant que la gestion incendie repose à la fois sur cette gestion du combustible et aussi de la gouvernance qui est associée. Pour introduire le sujet, la question du paysage, lorsqu'on parle d'incendie, elle est rarement posée comme une question de territoire. Et cette question du paysage en tant que représentation, construction culturelle du regard, que Augustin Berg appelle la médiance, est assez intéressante à re-questionner aujourd'hui par rapport à une esthétique occidentale, dans laquelle finalement les perceptions d'une société avec l'espace et la nature sont construites, en tout cas reposent sur une construction culturelle du regard à travers l'intervention des artistes. La montagne est perçue et reconnue grâce à la peinture impressionniste de Cézanne pour l'exemple méditerranéen, mais depuis la Renaissance, pour des lieux qui autrefois étaient plutôt repoussoirs et qui progressivement nous ont appris à regarder autrement le territoire, jusqu'à en devenir des hauts lieux. Idem pour la question du littoral, qui était l'espace du vide, comme le dit Alain Corbin, et qui nous renvoie à un enjeu de perception et de construction progressive du regard, à tel point que les deux grandes lois qui encadrent la protection des paysages sont la loi montagne en 9 janvier 85 et la loi littoral en 86. Et donc il y a sans doute une relation entre cette éducation du regard et une acculturation progressive à regarder ces espaces-là, cette géographie-là, avec une autre manière d'appréhender l'espace. Et donc je me suis amusé à vous placer en troisième point une représentation du risque feu qui est plutôt lié à un sinistre et une catastrophe de l'espace urbain, donc là l'incendie de la Chambre des Lords par William Turner. Et aussi une autre représentation là, qui est une photographie de Ton Hawks et qui nous parle de cette ambivalence du feu qui est à la fois catastrophe et domestique, qui nous parle confort et menace. Alors le point de départ de ma réflexion, elle démarre en 2014 à l'École nationale supérieure du paysage, où je passe le diplôme dirigé par Gilles Clément et Jean-Pierre Clarac, où l'idée c'est d'aller questionner les pyropaysages varois à travers le massif des Morts, qui est une singularité géologique dans la géographie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec en bleu une dominance de socles calcaires,
En beige, une dynamique alluvionnaire liée au delta du Rhône, la Camargue, et puis le delta de la Durance, qu'on retrouve aussi avec les feuves côtiers méditerranéens sur le Var et les Alpes-Maritimes. Et puis en brun et en rouge, le socle métamorphique du massif des Morts et le socle volcanique de l'Estérel, qui nous parle d'un morceau de géographie disparu, qui est l'ancien continent de la Tyrénide, un massif métamorphique était une espèce d'Himalaya qui allait jusqu'aux Pyrénées et qui autrefois était la seule terre émergée à des temps géologiques reculés. Depuis, la plaque africaine a heurté la plaque européenne. Le plancher océanique s'est progressivement surélevé et donc la Provence calcaire que l'on connaît aujourd'hui est un socle océanique sédimentaire qui s'est accumulé. Et donc ce massif des Morts est un paysage assez singulier en termes de géologie qui se rapproche de la Corse et de la Sardaigne, puisque la Corse et la Sardaigne sont deux blocs détachés qui ont dérivé lors de l'ouverture de l'océan liguro-provençal, donc avec un point de rotation autour du golfe de Gênes. Et cette géologie cristalline fait qu'un certain nombre d'écosystèmes, notamment la Suberrée, qui est cette forêt de chênes-lièges qui, à l'échelle mondiale, possède une aire de répartition climatique concentrée sur le bassin occidental, le bassin méditerranéen occidental, avec une grande présence sur la presqu'île ibérique entre le Portugal et l'Espagne, un peu les rives nord du Maghreb, la Corse et la Sardaigne, le massif des Morts qui est notre territoire d'étude et bien sûr une partie des Landes. Et donc cette Suberrée est en réalité un paysage maintenu et entretenu par la main de l'homme. On parle d'archéophytes, c'est-à-dire des plantes qui ont été jardinées durant des siècles. On retrouve la Suberrée, mais aussi la châtaigneraie, qui sont finalement des forêts jardinées, dont l'usage et la gestion ont progressivement décliné. Gilles Clément, avec sa proposition du jardin planétaire, nous explique que le globe rassemble des communautés, en tout cas des cortèges floristiques, et le biome méditerranéen se situe sur des latitudes bien spécifiques. Le biome méditerranéen, bien sûr, se retrouve sur le pourtour du bassin méditerranéen, identifié par un climat de transition. Le climat méditerranéen est un climat de transition entre une influence océanique et un climat continental, avec souvent la présence de reliefs marqués qui génèrent des variations climatiques spécifiques de sécheresse et de déficit hydrique. Et donc vous remarquerez en bas la grande familiarité de paysages issus du biome méditerranéen entre le chaparral sur la côte californienne, le matorral sur la côte chilienne, le fynbos au Cap africain, ou le bush ou le Mali en Australie. Et bien sûr le maquis et la garrigue. Ce sont des paysages forestiers, pas au sens de belles futaies nobles et de bois remarquables, mais les essences et la génétique font que la flore s'est biologiquement adaptée à l'action répétée du feu, à tel point que certaines ont développé des stratégies d'adaptation. On parle de plantes pyrophytes passives ou pyrophytes actives. Et donc le jardin du Rayol, le domaine du Rayol, jardin des Méditerranées, rassemble sur ce territoire du Var au Rayol Canadel, en prise du Conservatoire du Littoral, ce paysage, en tout cas ces paysages méditerranéens, et nous parle de la grande familiarité qu'elles ont avec le feu. Et donc, dans le département du Var, qui est réputé être un territoire école par rapport à la gestion du risque incendie, on s'aperçoit que le risque est plutôt perçu comme un silence dans le territoire, quelque chose de plutôt invisible, en dehors du moment où il se manifeste durant la catastrophe. Et donc lorsqu'on présente cette carte de la récurrence, en tout cas les empreintes de régime de feu, on s'aperçoit que le massif des Morts, qui est donc situé ici, avec le chaînon de la Garde-Freinet en partie arrière, le chaînon de la Verne et le chaînon du littoral, avec le golfe de Saint-Tropez qui est le haut lieu touristique, quasiment 2/3 du massif ont déjà été parcourus par l'incendie. Et nous rappelle que finalement ces paysages qu'on voit impactés par le feu
cicatrisent, ou en tout cas ont une très bonne résilience. Ce que le changement climatique amène, c'est la réduction de la période de retour d'un feu. On distingue une résilience sur une période de retour de l'ordre de 50 ans. Aujourd'hui, on est en train de passer sous la période des 20 ans. Et donc, on imagine aisément les difficultés que, écologiquement, les milieux ont à se résorber. Avant de démarrer, le phénomène feu de forêt, en tant que paysagiste, il a fallu appréhender tout un vocabulaire et une science du feu que les pompiers et les forestiers connaissent et que la recherche nous permet de comprendre grâce aux travaux de l'INRAE ou de l'IRSTEA à l'époque, le CNRS également. Et pour donner quelques éléments de repère, le feu est une réaction de combustion, un phénomène physico-chimique auto-entretenu qui engage plusieurs modes de propagation. Le premier, la convection thermique. L'élévation de la température fait qu'une masse d'air chaud est moins dense et donc va s'élever verticalement en altitude. Le front de flamme, qui a une température qui va entre 800 et 1600 degrés, va générer un rayonnement thermique, un rayonnement infrarouge. Et ce rayonnement, plus on est proche du foyer, plus il va être intense. Et donc à une certaine distance, on va d'abord évaporer l'eau contenue dans les tissus à 100 degrés. Et puis, autour de 250-500 degrés pyrolysés, les tissus et donc les molécules organiques vont être libérées, vaporisées. Et donc, ce sont ces gaz volatiles, ces molécules organiques volatiles, qui vont rentrer en combustion avec l'oxygène. Et donc, c'est bien cette réaction d'oxydation qui s'engage. Et le feu, avançant de proche en proche par un phénomène de conduction, la propagation de la chaleur se développe sur le territoire. Et le dernier mode de propagation, qui est celui lié à des grands feux très intenses, c'est celui de la projection des corps incandescents que les pompiers appellent brandons, et qui sont finalement des corps incandescents qui sont capables d'être transportés suivant les directions du vent, entre 600 jusqu'à 2 km, suivant les configurations de relief. Donc on voit qu'un feu de grand développement est capable de mettre à feu et de faire éclore dans d'autres espaces du territoire d'autres points de mise à feu. Et donc les facteurs qui influent ce comportement du feu sont directement la topographie, suivant l'exposition et la pente. Les cortèges floristiques vont avoir un stress hydrique différent. La météorologie, le vent, la température, l'humidité et les précipitations sont aussi des facteurs qui influent. Et donc le combustible, qui est en réalité le seul facteur sur lequel on puisse réellement agir, la densité, son état, son niveau de dessiccation, vont finalement influer ce qu'on appelle l'inflammabilité et la capacité de propager un feu. Les pompiers rassemblent cette équation-là sous un schéma qu'on appelle le triangle du feu. Pour qu'un feu advienne, il faut une énergie d'amorce, de l'oxygène et du combustible. Et donc le combustible est le seul facteur sur lequel on puisse réellement agir. Et donc en tant que paysagiste, quand on dit combustible, on parle végétation, on parle ambiance et on parle écosystème. Ce qui fait que dans ce territoire du massif des Morts, qui devient un petit peu laboratoire au moment où je démarre cette réflexion, on s'aperçoit que la situation actuelle, le rapport entre forêt, feu et société n'a pas toujours été celui qu'on connaît aujourd'hui. On a finalement trois grandes périodes qui se distinguent. Celui d'un système agro-pastoral qui a duré jusqu'à la fin du 19e siècle, sur laquelle finalement on avait tout un tas de petits métiers qui consistaient à gérer et entretenir le sous-bois. Et suivant les versants, gérer des économies entre le liège, la châtaigneraie, le charbon et d'autres productions, notamment avec l'intervention du pastoralisme et des petits feux qui servaient à entretenir et gérer ce milieu-là. Et donc la forêt avait plutôt un rôle de valorisation des produits, et la culture du feu était à cette époque un outil de gestion des milieux tout à fait familier par rapport aux sociétés rurales. Le point de bascule, il est autour de 1890-1900, lorsque finalement l'administration forestière commence à se structurer et qu'en même temps, on a un exode rural et une déprise agricole qui engendre un effondrement finalement des pratiques traditionnelles qui géraient autrefois
ces espaces forestiers et ces espaces naturels. Ce qui fait qu'on a un enfrichement progressif des zones de parcours et une progression de la forêt sur des milieux ouverts. Et progressivement, on a une perte de lien social. Et pour les forestiers, l'incendie devient une menace, et en tout cas sur le capital bois, qui est la ressource principale. Et aujourd'hui, depuis les années 80, finalement, s'expriment d'autres logiques spatiales sur le territoire. On habite autrement ce territoire du massif des Morts et le territoire méditerranéen au sens large. On a plutôt des logiques spatiales de la prévention qui s'expriment sur le territoire. On arrive finalement à un paysage normé, assez réglementé, dans laquelle la diffusion de l'habitat a engendré une augmentation des interfaces habitat-forêt sous la forme de lotissements ou de bâtis isolés, ce qui engendre, on l'a vu cet après-midi, des enjeux du point de vue de la DFCI sur le débroussaillement et les obligations légales. Et enfin, la forêt est plutôt perçue comme un espace récréatif, un décor urbain, soit avec un pôle autour de la biodiversité, soit un pôle autour des usages et des loisirs. Et ce qui complique énormément pour les gestionnaires une capacité à faire comprendre à des pratiques ou des citadins que la forêt est plutôt un espace de production, si ce n'est de préservation et de dynamique écologique. Et donc dans cette situation, on arrive à un rapport au feu qui est extrêmement polarisé, où le feu est à la fois un risque et un danger, ce qui légitime la réponse actuelle qui est la culture de l'extinction. Et donc au terme de ce travail, l'idée ça a été, face à cette dynamique d'invisibilisation du feu de forêt, d'essayer de mettre en paysage et d'inventer quelle pouvait être cette succession de paysages sur la base de travaux de recherche écologique ou scientifique, d'archéologie et d'études des pollens. On s'aperçoit que le point de départ, c'est cette suberrée jardinée avec des usages agro-sylvopastoraux, sur laquelle, avec un dur labeur, cette forêt était jardinée, entretenue, défrichée et cultivée. Et puis la déprise agricole advient. La dynamique pionnière de reconquête fait que les essences de lumière arrivent en premier. Ce sont les résineux, les pins parasols, les pins maritimes, qui reviennent sur ces espaces de parcours et qui ferment progressivement les milieux. Et donc on arrive dans des conditions idéales pour la propagation d'un feu, un milieu dense, qui fait que lorsque le feu arrive sur ce territoire, on arrive à un retour à l'ordre minéral. La cendre laisse place, en tout cas la végétation laisse place à la cendre, et on a une situation assez percutante, bouleversante, à la fois un rapport à l'horizon qui est réouvert du jour au lendemain, et une expérience sensible assez bouleversante, psychologiquement négative, où on va parfois jusqu'à un effet de deuil, un ressenti, parce qu'on a des projections affectives lorsqu'on a parcouru et appréhendé ces milieux-là. On a un attachement à un rapport spatial, et donc on a une perte et qui est assez difficile et qui demande aussi des explications. Ce qui est moins connu, c'est après cette étape du noir et du calciné, c'est le réveil d'une diversité invisible, l'expression de la banque de graines qui arrive et qui est contenue dans le sol et qui arrive rapidement dans les mois qui suivent l'incendie, généralement à l'automne. Cette biodiversité qui était en dormance dans le sol et qui s'exprime parce que le milieu est réouvert. Et c'est un point assez important en tant que paysagiste de se dire à cette étape-là, on a rarement une pédagogie qui est proposée pour comprendre ces dynamiques écologiques post-incendie à 5, 10 ou 20 ans. Alors qu'en réalité, on s'aperçoit que le milieu a toutes les facultés pour cicatriser. On aurait vite tendance à vouloir aller replanter la forêt qu'on a perdue. En réalité, il va falloir un temps bien plus long pour qu'elle se restaure. Si jamais un feu vient à reparcourir cet espace-là, on va plutôt dégrader la banque de graines, et du coup, on va avoir des végétaux liés à des espaces de landes. Donc c'est les cystes en Méditerranée qui arrive en premier. C'est une première génération de ligneux. Un pied de cyste, comme je l'expliquais cet après-midi, c'est 10 000 graines au mètre carré, et qui attendent le choc thermique du passage du feu pour se réveiller, sachant que l'espace a été réouvert.
Les cystes ont la faculté, avec la perte des feuilles et de la matière organique, de produire une première litière qui va permettre de stabiliser les sols et d'accueillir potentiellement d'autres générations d'arbres. Si le feu revient à nouveau sur la cystée, on va passer sur un étape de landacalude et qu'on retrouve ici dans les forêts atlantiques. Et donc là, on commence à aller sur une dynamique régressive où on a de moins en moins d'essences qui sont aptes à cicatriser le milieu. Par contre, on voit qu'en termes de biodiversité, on exprime une végétation qui a un potentiel apicole, puisque pour les abeilles et les insectes, ces peuplements sont aussi intéressants. Si jamais dans cette trajectoire, la récurrence des feux venait à nouveau à repasser, et qu'on perdait l'essentiel de la banque de graines, les écologues nous disent qu'on peut faire une boucle qui dure entre 10 et 15 ans autour de la fruticée à Calicotum. Le Calicotum ressemble un petit peu à l'ajonc. C'est une fabacée épineuse qui va mettre en défense finalement le milieu, permettant à la forêt de se régénérer, de protéger du gibier. Et en même temps, comme la famille des fabacées ont cette particularité d'être fixatrices d'azote atmosphérique et donc d'améliorer l'humus et la capacité du sol. Si jamais les feux, en tout cas la répétition, la récurrence s'apaise, on sait que le milieu va progressivement se refermer et on va retrouver un maquis d'arbousiers, un maquis haut qui va commencer à recréer une première ambiance forestière avec des taillis et des bouquets semenciers dans lesquels les oiseaux vont pouvoir progressivement aussi se repercher, et donc un jet des chênes est capable de replanter jusqu'à 25 000 glands. Et donc les jardiniers de la forêt sont plutôt les insectes et les oiseaux, et ça nous remet en perspective la question de la restauration par la plantation volontaire à travers des chantiers post-incendie. Et sur un pas de temps de l'ordre du demi-siècle, voire un petit peu plus, la subeurée peut redevenir ce chêne-liège qui est assez particulier puisqu'il a une grande plasticité écologique. Il est capable de pousser en crête ou dans les vallons, dans les versants adrés ou les versants ubac. On dit que c'est une espèce azonale. Et la formation de la subeurée est en réalité une forêt assez claire qui laisse beaucoup de lumière pénétrer dans le sous-bois, et donc potentiellement aussi un sous-étage assez dense qui est assez sensible au risque incendie. Donc cette forêt, dans sa trajectoire spontanée, a aussi des points d'équilibre et des points de vulnérabilité par rapport aux feux de forêt. Si jamais le feu vient à s'éloigner, on peut avoir une concurrence avec le chêne vert en ubac et le chêne pubescent sur les sols frais. Voilà ce qui nous donne un peu les éléments de compréhension et le point de départ pour aller, en tant que paysagiste, appréhender cette question de la dynamique incendie et se dire que finalement le risque feu de forêt peut devenir aussi un bien commun des territoires méditerranéens, dans le sens où elle représente une perturbation et une dynamique écologique dans la mesure où elle reste dans une échelle de temps et une temporalité maîtrisée. En premier, j'aimerais vous présenter une première étude qu'on a eu la chance de mener en 2018-2020 avec la première agence que j'ai créée en coopérative d'économie sociale et solidaire, Atelier Saltus, avec Adrien Morini à l'époque. Et l'idée, c'était de créer pour le parc naturel régional de la Sainte-Baume le manuel paysager environnemental de la gestion forestière. Ce qui est assez inédit pour un PNR de demander un document qui demande de préconiser sur un foncier forestier les bonnes pratiques de gestion, notamment au regard de leur trajectoire climatique, et d'engager une sylviculture sur des peuplements méditerranéens, notamment à travers une multifonctionnalité. Donc ce manuel paysager, il est disponible en ligne sur le site du PNR de la Sainte-Baume, qui a été finalement une étude assez longue, prise en relais entre nous au démarrage avec Atelier Saltus à Visilva, et qui nous a permis d'amener le b.a.-ba des connaissances à travers un premier chapitre Comprendre, un deuxième qui permet de se situer dans le territoire pour les propriétaires forestiers, et ensuite une série de fiches actions spécifiques suivant les peuplements et les trajectoires. Et à la suite, le bureau d'études Alcina, expert forestier, est venu évaluer
le surcoût, en tout cas l'évaluation financière de ces modalités de gestion. Donc ça fait une étude assez complète dans un outil et qui va à la fois de préconisation de gestion jusqu'à une dimension opérationnelle, voire même de financement et d'aide auprès des propriétaires. Pour vous donner quelques éléments de compréhension, la dynamique écologique du PNR de la Sainte-Baume, on s'aperçoit qu'en vert, on a une dominante de feuillus répartie sur les 2/3 du territoire, de conifères sur les zones en reconquête, plutôt autour des bassins de vie, et des milieux ouverts qui se situent plutôt sur les franges sud et nord. Et on va s'apercevoir que ces milieux ouverts en fait, ont une corrélation avec la perturbation à feu de forêt. Cette forêt de la Sainte-Baume, c'est une forêt exceptionnelle puisque c'est une forêt d'influence montagnarde à 20 km de la mer Méditerranée, puisqu'on a une grande barre rocheuse qui fait obstacle sur le territoire provençal. Et en versant Ubac, on a une formation de chênaies, hêtraies, tillers qui date des dernières glaciations. C'est un haut lieu labellisé, c'est une forêt publique labellisée forêt d'exception et qui, à l'échelle du PNR, représente quelque chose d'assez singulier en termes de surface, mais qui mérite d'être protégé et géré de manière particulière. Lorsqu'on parle de forêt, on a souvent, en tant que paysagiste, l'idée de revendiquer une question de bien commun. Et ici, vous avez la carte du foncier et de la domanialité, où on s'aperçoit qu'en bleu, qu'à 70-80% du foncier est maîtrisé par le privé, et que c'est simplement les forêts communales ou domaniales ou départementales qui sont gérées sur les hauts lieux. Ce qui fait que la trajectoire écologique de ces forêts, elle mérite un regard de gestionnaire et aussi une implication des gestionnaires privés, où on a eu une régression et une fermeture progressive des paysages. On s'aperçoit là avec cette analyse diachronique où des paysages qui étaient autrefois cultivés en restanque sont refermés en moins de 50 ans, 70 ans. Et donc, comme je vous le disais, les feux de forêt ont aussi leur mot à dire dans ce territoire-là. On s'aperçoit, là on est dans le Val de Aubagne, la métropole marseillaise, le littoral de La Ciotat et en zone sud-est, l'aire d'influence de Toulon, donc un parc naturel régional interdépartemental, dont les feux sont prioritairement récurrents autour des bassins de vie. C'est souvent ces zones-là, les franges, qui ont été des points d'éclosion. Ce qui fait qu'au terme de cette étude, j'appréhende un petit peu mieux la question du temps long et des successions écologiques, où on s'aperçoit que le climax, qui est l'optimum de végétation, la forêt sans perturbation, mais en réalité un pas de temps entre 100 et 300 ans pour se restaurer, c'est le stade mature, et qu'en réalité il y a tout un tas d'étapes qu'on appelle succession écologique, et qui permettent de passer d'un stade pionnier à un stade intermédiaire avec de la garrigue ou une garrigue boisée, jusqu'à un état avancé où on retrouve plutôt des résineux en canopée et des feuillus en sous-étage. Et c'est finalement cette articulation de feuillus, de pinèdes et de feuillus qui permet à la chênaie d'advenir, donc un point d'équilibre assez décisif, où on s'aperçoit que la perturbation, qu'elle soit coupe, pastoralisme ou incendie, nous fait lire la frise de droite vers la gauche. Et à l'inverse, une forêt de maturation va plutôt aller de la gauche vers la droite. Ce qui fait, lorsqu'on reconnaît ces espèces-là, on est capable de dire à quel état se trouve la parcelle et vers quelle trajectoire elle est amenée potentiellement à évoluer. Cette question du temps, elle est apparue comme un élément clé pour déterminer à travers cet outil une unité de gestion. En tout cas, on a retenu le périmètre du bassin versant topographique plutôt que d'aller à l'échelle du peuplement forestier. On s'est dit que finalement, c'est plutôt les limites topographiques et la manière dont l'eau ruisselle sur ce territoire et du coup une relation amont-aval qui va avoir du sens par rapport aux pratiques de gestion. Si sur certains bassins versants, on est amené à faire des coupes rases, on imagine que le ruissellement en aval va être d'autant plus important. Et donc sur les grandes agglomérations qui se situent plutôt vers le littoral, on a des risques d'inondation et donc des choses assez significatives en termes de gestion.
Donc c'est plutôt ces 8 unités sylvo-paysagères qui ont été retenues et qui correspondent en réalité à 8 bassins versants à l'échelle interdépartementale, et chaque unité étant chacune redécoupée en sous-unités sylvo-paysagères. Je passe assez rapidement, mais l'idée c'est que le lecteur et le gestionnaire puissent avoir une boussole et pour orienter ses choix de gestion en comprenant à la fois les enjeux territoriaux et géographiques sur le bassin versant, et à l'échelle de la sous-unité, les enjeux naturalistes, environnementaux, et les enjeux paysagers qui correspondent soit aux enjeux de co-visibilité ou de pratiques sociales, randonnées et autres. Et donc à la suite de ça, le gestionnaire est amené à s'orienter dans sa gestion sur des fiches, 11 fiches techniques qui vont d'un pôle de compréhension et de définition jusqu'à un regard d'expert et une modalité d'intervention. Et donc si on prend du recul sur cette étude, ça permet d'appréhender que les bassins de vie en réalité sont en zone sud et sur le territoire de la Sainte-Baume inscrits dans une matrice territoriale à dominante forestière, et que c'est la combinaison de régression des surfaces agricoles, d'accroissement biologique de la forêt et de diffusion de l'habitat qui nous amène à une équation hautement risquée par rapport à la menace feu de forêt. Ce qui, en termes de schéma de synthèse, nous dit que accompagner la résilience des peuplements forestiers passe par restaurer une mosaïque paysagère et donc améliorer l'état des peuplements forestiers. Là, c'est plutôt le génie forestier qui s'en occupe avec les enjeux de station. Adapter les itinéraires sylvicoles à la récurrence et à l'intensification des événements extrêmes. Et puis, en réalité, traiter les interfaces habitat-forêt ou d'accueil du public comme des espaces prioritaires. Et donc, on voit bien que progressivement, ça définit une géographie et une spatialité de ce risque en termes de projet de paysage. La deuxième étude, c'est une étude qu'on dit RTI, Restauration des terrains incendiés. J'ai participé à cette époque en tant que chef projet de l'agence Safran Conception Urbaine, une agence de paysage, architecture et urbanisme, avec un groupement d'études pluridisciplinaires, EGA, Alcina comme expert forestier, Pyrénées Cartographie pour la partie géomatique, donc traitement des données SIG, et Raskas Biodiv qui est un écologue spécialiste de la tortue d'Hermann, puisque cet incendie de Gonfaron est un feu exceptionnel qui est arrivé en 2021, qui a brûlé 6832 hectares en 7 heures. Et donc il parcourt 21 km entre l'autoroute dans la plaine des Morts, qui est réserve naturelle nationale, et le golfe de Saint-Tropez, autour de Grimaud-Cogolin. Il est arrêté dans la nuit par un brûlage tactique pour intercepter la tête du feu. Si jamais les moyens avaient été dépassés, c'était le secteur de Ramatuelle, Saint-Tropez et Cavalère-sur-Mer, avec des enjeux humains et immobiliers beaucoup plus importants. Ce qui fait que le paysagiste, dans cette réflexion, amène un regard sur une mise en visibilité. C'est vraiment le point clé qui était attaché à mon intervention dans cette équipe, où à l'époque, dans le cahier des charges, était demandé aux paysagistes de traiter le gommage paysager. On souhaitait effacer les troncs calcinés, en tout cas savoir de quelle manière le mieux intervenir possible pour effacer les stigmates du feu de forêt. En réalité, la réponse avait plutôt été orientée de dire faisons de cet incendie une opportunité d'amener de la pédagogie, aussi bien pour le public, mais aussi pour les gestionnaires dans leur stratégie de gestion. Et pour ça, il a fallu mobiliser des outils graphiques. Alors on est à une échelle territoriale, donc c'est plutôt le SIG, Système d'information géographique, et on a la chance en France, grâce à l'IGN, d'avoir des données en libre accès, et donc de pouvoir modéliser à la fois précisément la géographie, la couverture forestière, et grâce à l'imagerie satellite, reconnaître les peuplements qui ont été impactés. Et donc à gauche, vous avez un bloc diagramme qui évalue l'écovisibilité à partir des voies principales d'accès et puis les sentiers de randonnée, de manière à déterminer les modalités d'action sur les parcelles impactées par le feu. Et à droite, vous avez une cartographie qui nous parle de la récurrence des feux, où on s'aperçoit que dans l'empreinte du feu de 2021,
En réalité, l'essentiel des écosystèmes ont au moins connu 2 feux, si ce n'est 3, voire 4, et donc une capacité de résilience qui est beaucoup moindre, forcément dans les secteurs qui ont déjà subi 4 feux en moins de 50 ans. Donc ça constitue une vraie pression sur la capacité de protéger et de maintenir les milieux ouverts. À nouveau, pour mettre en image ce sujet du risque incendie, la réponse telle qu'elle est structurée aujourd'hui en France et la réponse opérationnelle, c'est-à-dire la réponse des sapeurs-pompiers, elle est faite pour des scénarios de feu qui sont dits sous l'influence du vent. Un foyer en libre évolution, un feu de forêt se développant d'abord par un feu de sol qui passe par une strate de litière qui progresse de l'ordre de 10 à 30 mètres par heure, qui dégage une puissance linéaire de 30 à 700 kW par mètre. C'est l'unité de mesure, kW par mètre. Pour vous donner un ordre d'idée, une tenue de sapeur-pompier protège jusqu'à 20 kW par mètre. Un camion de pompiers avec sa bulle de protection est capable de supporter 2000 kW par mètre, les moyens terrestres. Et les moyens aériens, les Canadair, sont capables d'intervenir jusqu'à 7000 kW par mètre. Au-delà, on a des effets de trous d'air, de masse d'air chaud, et qui font qu'on perd de la portance et donc des difficultés de pilotage pour les moyens aériens. Donc plus un feu va être intense, plus il va dégager énormément d'énergie et moins il va être facilement attaquable. Et donc les feux de grande intensité sont plutôt maintenus sur les flancs pour éviter qu'un feu qui s'ouvre généralement en pointe ne s'élargisse sur les flancs, mais on attaque rarement la pointe qui est le foyer extrêmement chaud. On positionne rarement les pompiers en face de la progression du feu. Et donc il était important aussi pour moi d'appréhender cette réponse de gestion de crise, où on s'aperçoit que la réponse est calée sur un événement assez singulier dans la saison des feux. Finalement, le référentiel de temps est basé sur la catastrophe, où, sous l'autorité du préfet, le territoire est aménagé pour une question de défendabilité à travers une doctrine qui émane du ministère de l'Intérieur, qui est la DFCI, Défense de la forêt contre l'incendie, et qui repose sur 2 piliers. La lutte lorsque l'événement est détecté et déclenché, et la réponse opérationnelle française est basée sur une attaque massive sur feu naissant, c'est-à-dire dans les 10 minutes où on a détecté un feu, on proportionne les moyens terrestres et aériens pour limiter les surfaces incendiées. Et un autre volet, qui est le volet prévention, qui vise en réalité à garantir l'accès et la sécurité des moyens de secours grâce à des pistes, à des réservoirs ou des réseaux de bornes qui maillent le territoire et l'espace urbain, de manière à ce que les pompiers puissent intervenir lorsqu'un feu est déclenché. Et en retour, on a des dispositions réglementaires qui émanent généralement des DDT ou des DTM, qui est un service sous l'autorité du préfet, où on a généralement les OLD, on en a discuté un petit peu cet après-midi, les obligations légales de débroussaillement, qui imposent aux propriétaires un débroussaillement sur leur parcelle, des arrêtés préfectoraux de fermeture de massifs lorsque le risque météorologique est trop important, et des plans de prévention de risque incendie de feu de forêt, les PPRIF. Cette doctrine, pour rapidement la décoder, elle repose à la fois sur la prévention et la lutte, la prévention étant donc l'aménagement du territoire suivant une métrique spécifique où on aménage des pistes DFCI débroussaillées avec des bandes de sécurité de manière à ce que lorsque des camions circulent sur ces ouvrages, ils soient en sécurité. Et en retour, au niveau des zones bâties, on demande un débroussaillement de 50 mètres sur toutes les constructions qui sont situées à moins de 200 mètres des espaces forestiers. Donc débroussailler 50 mètres chez soi et au-delà de ses limites de propriété, ce qui engendre des difficultés de mise en œuvre, notamment avec des modalités juridiques de courrier avec accusé de réception pour solliciter l'avis du propriétaire pour nous donner l'autorisation d'intervenir chez lui. Ça pose vraiment des difficultés de mise en œuvre et à la fois aussi des capacités de travaux, puisque le débroussaillement demande une intervention lourde, mais aussi les OLD sont exigés sur un état débroussaillé maintenu chaque année. Si jamais un feu advient, la réponse est de génie civil,
de sécurité civile, pardon. Et c'est l'idée de déployer sur le territoire rapidement à la fois des moyens aériens et des moyens terrestres sur le territoire, de manière à limiter les surfaces incendiées, grâce à une chaîne de commandement qui passe par l'alerte, l'intervention, et puis a posteriori, une cellule d'enquête qui fait intervenir la gendarmerie, les pompiers et les forestiers. Et donc on s'aperçoit que là, sur le feu de Bormelay-Mimosa, la forêt qui est incendiée s'est propagée jusqu'aux zones résidentielles qui étaient en interface. Par contre, les poches de vignobles ont plutôt un rôle de pare-feu, ce qui est en Méditerranée un point d'appui par rapport à la lutte. Cette doctrine, elle arrive, en tout cas, elle trouve une forme de limite par rapport au changement climatique, qui est que la réponse telle qu'elle est structurée aujourd'hui sur le territoire nous amène à ce qu'on appelle au paradoxe de l'extinction, le firefighting trap, c'est-à-dire à trop bien intervenir et limiter les surfaces incendiées. En réalité, la biomasse s'accumule et crée des conditions favorables à un grand feu qui potentiellement pourra dépasser les forces de secours. Donc la vertu des petits feux sur le territoire avait en réalité le bénéfice de cloisonner, en tout cas rajeunir certaines zones. Aujourd'hui, on a un effet finalement d'accumulation, et ce qui nous amène notamment en Australie ou en Californie, les services d'intervention à plutôt pratiquer un brûlage préventif en vue de gérer le sous-bois. Et donc, par chez nous, c'est en Méditerranée et en Europe du Sud, c'est d'autant plus compliqué qu'on n'est pas sur des espaces uniquement forestiers, mais dans lesquels on a aussi des zones bâties. Ce qui nous amène à un sujet de l'habitabilité sur le territoire, où le changement climatique, on le sait, la trajectoire fait que l'air du climat méditerranéen est amené à la fin du siècle à progresser à l'échelle nationale, où en rouge ici, vous avez l'aire biogéographique du chêne vert, et donc il est amené dans le demi-siècle ou le siècle à progresser sur quasiment la moitié, si ce n'est 2/3 du territoire. Et donc ça amène aussi une responsabilité des territoires méditerranéens par rapport à des pratiques de gestion, à faire un transfert de compétences, ou en tout cas un territoire école, pour se dire que les forestiers et les aménageurs méditerranéens peuvent transmettre à d'autres territoires qui vont voir éclore aussi bien en latitude, c'est-à-dire à l'échelle du territoire national, mais aussi en altitude. En montagne, on commence à voir apparaître du risque feu de forêt sur des peuplements qui étaient plutôt de climat montagnard. Ce qui nous amène à un scénario assez inédit qui prend déjà place en Australie ou en Californie. On entend souvent l'idée de méga-feux. Par chez nous, c'est assez compliqué d'adopter ce superlatif, puisqu'en réalité, on n'a pas des échelles de forêt similaires à des territoires assez vastes comme en Australie ou en Amérique. On a plutôt des feux qui vont adopter un comportement de convectif extrême. Et dans convectif extrême, on entend le mot convection, où on est sur des feux de grande intensité qui vont une vitesse de propagation qui va dépasser les 10 km/h, donc une difficulté aussi des moyens de réponse par rapport à un feu qui avance très vite. Un feu qui, par l'énergie qu'il dégage, va créer en fait une colonne d'aspiration, un effet de cheminée, où on voit que le panache de fumée est plutôt sous l'influence du vent, mais plus redressé et vertical, parce qu'il distille énormément au niveau du foyer et crée un effet d'aspiration. C'est comme si on plaçait une hotte d'aspiration au droit du foyer. Ça évacue énormément de chaleur et en même temps ça aspire au niveau du foyer un apport en oxygène, donc qui auto-entretient la dynamique du foyer. Donc ces feux convectifs extrêmes sont capables de dépasser des seuils d'intensité qui dépassent les 20 kW par mètre, jusqu'à 40. Juste pour vous donner un ordre d'idée, un feu de 10 000 kW par mètre sur 100 mètres de long, c'est l'équivalent de 10 MW, ce qui correspond à une tranche de centrale nucléaire et la puissance nécessaire pour évaporer 24 tonnes d'eau par minute. Ça, c'est les travaux de l'INRA qui nous permettent d'appréhender en indice de référence. Et donc, ce n'est pas des feux qui vont se propager avec ce comportement de façon uniforme sur le territoire, mais suivant certaines configurations de relief, de vent et de combustible, peuvent adopter de temps en temps un comportement convectif extrême avec
comme il est très intense, une capacité à faire des sautes de feu, et donc une possibilité aussi d'amorcer et de faire éclore en d'autres endroits du territoire des points de départ, et donc une difficulté pour les moyens de secours d'intervenir sur des feux qui sont en fait multi-foyers. Ce qui nous amène à plutôt repenser la question de nos modes d'habiter le territoire, où on s'aperçoit que les gestionnaires, à la fois privés et publics, en milieu forestier, sont à l'œuvre pour appréhender cette question la résilience des peuplements. En réalité, le vrai enjeu d'aménagement du territoire se pose, d'après ma réflexion de paysagiste, sur les lisières, où on s'aperçoit que la diffusion de l'habitat, en tout cas l'urbanisation et l'artificialisation du territoire, nous a amené à considérer la forêt comme un arrière. Et en réalité, les enjeux et les problématiques de scénarios de feu, avec ces fameux AFERPU, autres feux de l'espace rural et périurbain, nous amènent à progressivement, en tout cas vont amener les services de secours à gérer des feux qui vont se propager dans des lotissements. Et donc là, c'est pas du tout la même dynamique lorsqu'ils passent sur un feu de forêt ou à des lotissements, puisqu'on n'a pas le même comportement au feu entre des bâtiments avec des matériaux type PVC, bois, bonbonnes de gaz ou véhicules qui sont situés dans ces configurations-là. Donc l'idée de réfléchir à une mise à distance et de traiter cette zone d'interface habitat-forêt comme un espace stratégique devient pour les paysagistes un espace de médiation dans lesquels on peut à la fois soutenir la gestion opérationnelle de crise, puisqu'on aura toujours besoin de sapeurs-pompiers pour intervenir en secours et sur la protection des biens bâtis, mais par contre de travailler une réduction de la vulnérabilité à la fois structurelle, en ayant moins de combustible à proximité des habitations, on a forcément des feux de moindre intensité qui vont se développer, et une résilience psychosociale où les gens acculturés à cette dynamique savent qu'en habitant en lisière de forêt sont susceptibles de voir un jour le feu se présenter en limite de propriété, et donc de se dire comment on pourrait à la fois aménager l'espace non bâti et en même temps aussi réhabiliter ce patrimoine immobilier qui a généralement été construit dans les années 80-90 avec des matériaux de faible qualité ou en tout cas à bas coût, et une réhabilitation avec des matériaux bio et géosourcés pourrait permettre en réalité d'améliorer le comportement du bâti, de permettre l'autoprotection des habitants. Et donc cette interface habitat-forêt, elle devient un laboratoire de projets de paysage, à la fois sur une reconfiguration de la morphologie urbaine, avec l'idée de se dire on sera peut-être mieux protégé par notre bâti, ça évitera d'évacuer par la voirie, engorger les réseaux et permettre aussi aux forces de secours d'intervenir, puisque le temps de passage d'un feu, c'est généralement entre un quart d'heure et une demi-heure. Donc si le bâti est capable de résister et que les aménagements et notamment le débroussaillement ont permis de casser la dynamique du feu, il y a un vrai atout qui invite aussi les architectes et les urbanistes à traiter cette question d'aménagement du territoire. Et donc il y a bien une nécessité de redessiner les lisières et qui passe aussi par des pratiques de gestion agro-sylvo-pastorale, non pas dans une gestion folklorique ou nostalgique telle qu'elle aurait pu l'être au début du siècle, mais plutôt avec une vocation d'intérêt général, en se disant que plutôt que d'envoyer des débroussailleuses, des bulldozers et consommatrices d'énergie carbonée, si c'était des troupeaux qui rendaient ce service, ça permettrait d'inventer une autre mosaïque paysagère, et donc de rentrer aussi dans d'autres sujets qui sont la question de la reconquête de la biodiversité et des paysages, la question énergétique et alimentaire au niveau local. Donc l'idée, c'est de traiter ces lisières comme des épaisseurs de projets dans lesquels on se dote d'outils et de moyens juridiques, notamment qui se réfèrent au code de l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, en vue des espaces d'interface, de ne pas laisser simplement la forêt en limite de clôture. Et donc pour ça, l'idée, c'est de réfléchir, et les écologues nous en parlent assez bien, et les pompiers aussi, en retour d'expérience d'incendie, on s'aperçoit que lorsqu'on retrouve une forme d'hétérogénéité spatiale, avec une diversité de peuplement, de classes d'âge et d'essence, un paysage mosaïque en somme,
finalement le feu ne va pas du tout adapter le même comportement que s'il se propageait dans une forêt uniforme de résineux ou de feuillus sur des kilomètres et des hectares. Et ça nous renvoie plutôt à une démarche systémique avec une diversité d'opportunités suivant les configurations géographiques, spatiales, politiques, économiques, et qui invite finalement d'autres expertises autour de la table que les experts habituels de la forêt ou de la sécurité civile, mais qui invitent les agriculteurs, les architectes, la question de la mobilité aussi, puisque les enjeux de voirie sont assez importants, aussi bien les infrastructures critiques, voies ferroviaires, voies autoroutières, qui sont généralement des points d'éclosion des feux, ou de la voirie urbaine classique avec des mobilités qui sont à re-questionner. Je vous ai mis en référence à droite deux photos de paysages. En haut, c'est des paysages de DSA, des paysages de suberrés pâturés sur la péninsule ibérique. C'est le paysage typique du pâturage porcin, dans lequel on élève le cochon bellota, le porc noir, sur lequel on fait le jambon pata negra. Pour ça, pour vous dire que derrière, il peut y avoir aussi des filières économiques de valorisation de cette gestion vertueuse du territoire, qui permettent aussi d'avoir des services écosystémiques favorables à une biodiversité de milieux ouverts et de milieux forestiers. Et en dessous, vous avez la vallée des Baux-de-Provence, qui est protégée par une directive paysage, qui est un dispositif assez spécifique du Code de l'environnement, et qui a été réalisé en 1994 et qui protège cette mosaïque d'espaces d'oliviers, d'arbres, de haies brise-vent en cyprès et de haies de platanes qui accompagnent les routes. Donc on a des outils juridiques au service du paysage qui finalement peuvent trouver une application des FCI, en tout cas de réduction de la vulnérabilité du territoire par rapport à un risque de propagation d'un feu. Est-ce qu'on laisse une matrice forestière uniforme à l'échelle régionale, voire métropolitaine, ou est-ce qu'on est capable de recloisonner, mais recloisonner pas simplement par le débroussaillement, mais avec une nouvelle mosaïque paysagère qui rende des services à la société et au milieu. Donc on peut réinventer une densification sur des centres-bourgs, développer de l'agriculture urbaine qui permette de valoriser les biodéchets, du maraîchage court et du pâturage, des brûlages dirigés en crête qui permettent de cloisonner et de compartimenter le massif, sur laquelle on peut aussi amener des apiculteurs ou des sentiers de découverte de l'écologie du feu. Et donc ça permet aussi de valoriser avec des centrales de cogénération de l'électricité ou du chauffage à partir des ressources du territoire. Donc on s'inscrit bien dans des enjeux de transition écologique et énergétique. Pour y parvenir, ça m'amène à développer avec une intervention en école d'architecture. Et donc, je voulais expliquer l'idée de mobiliser des architectes autour de cette question de habiter des territoires du risque incendie. Ça demande de repenser des projets qui soient à la fois créatifs et poétiques, et pas simplement défensifs et sécuritaires. Et de se dire qu'on peut inviter les architectes et les urbanistes avec qui on a l'habitude de travailler à penser cet urbanisme de l'inflammabilité. Tout comme il existe un urbanisme de l'inondabilité avec la méthodologie des GEMAPI, la gestion des espaces, des milieux aquatiques et protection contre l'inondation. Finalement, est-ce qu'on n'a pas une même évolution dans théorique et pratique à développer sur le risque incendie, en se disant qu'on peut remobiliser les acteurs locaux, développer des principes constructifs qui permettent de construire avec des petits bois, puisque la forêt méditerranéenne ne nous fait pas des belles futaies et donc des portées et des pièces de bois qui permettent une structure et une ossature. Mais par contre, grâce à de l'ingénierie et des assemblages spécifiques, on peut faire des charpentes avec des petits bois de chêne vert ou de pin d'Alep. Et en intervenant auprès d'architectes dans le studio qui s'appelle l'Atelier des Horizons Possibles, où on est soutenu par la région Sud, le CUE et FIBOIS, la plupart de nos étudiants présentent leurs projets à des concours et sont souvent lauréats de prix par rapport à la construction bois, puisque c'est des projets qui à la fois intègrent une ingénierie bâtimentaire et des logiques d'aménagement autour dans les abords. Et donc ça passe d'abord par de l'herborisation, reconnaître les essences, faire de la botanique avec des architectes
et expliquer qu'une ambiance de pinède n'amène pas les mêmes qualités d'hygrométrie, d'ensoleillement qu'une ambiance de chênaie. Et donc à partir de là, lorsqu'on donne les clés à des architectes, ils sont capables de traduire ça dans des principes constructifs. Et parce que les architectes vont solliciter de la ressource et des matériaux, des filières vont pouvoir se développer ou se revitaliser. Je pense notamment à la filière liège qui a un déclin sur l'économie du bouchon et qui peut réellement retrouver une application puisque c'est un matériau assez innovant par rapport à l'humidité, par rapport au feu. C'est un matériau ignifuge. Et donc on peut isoler des dalles, on peut isoler des enveloppes, des façades. Et donc avoir des bâtiments qui soient résilients au feu. Et pour ça, on soutient finalement une démarche de territoire apprenant, en se disant que lorsque les étudiants étudient un territoire, ils apportent un regard et des connaissances auprès des élus et des habitants, et qu'en retour, ils sont enrichis des témoignages et des retours d'expérience de ces acteurs locaux. Et donc, à la fin de chaque semestre, après avoir fait une pédagogie hors les murs, on restitue sur la place de la mairie, on accueille les écoles primaires, les collèges et les habitants durant un week-end où chaque étudiant est au droit de sa production de projet, autour de sa maquette et défend et argumente sur son projet. On met les étudiants en situation de responsabilité. C'est pas simplement pour une note qui est le travail, mais c'est en tant que futur professionnel et apporter des réponses à la société. Puisqu'on est à cette échelle du bâtiment, je voudrais vous parler d'un projet qui me tient à cœur, que j'ai débuté en 2019, qui est le restaurant solaire Le Présage, qui ouvre demain à Marseille, propulsé à l'énergie solaire, non pas du photovoltaïque, mais au rayonnement solaire. Et donc l'équipe, l'architecte qui est Jérôme Solari et ses associés, a construit un bâtiment bioclimatique en matériaux biosourcés, sous l'intervention d'un maître d'œuvre d'exécution, Thomas Fillot. J'étais alors chef de projet au sein de l'agence Safran Conception Urbaine, qui devient paysagiste d'exécution suite à mon départ, et Culture Permanente, qui est un bureau d'études en permaculture, et qui nous a permis de développer pour ce restaurant un écosystème nourricier, et qui va permettre de passer du jardin à l'assiette. L'idée qui est défendue par Pierre-André Aubert, qui est perché sur sa parabole, ingénieur aéronautique reconverti dans la cuisine. En fait, le principe, c'est que cette parabole concentre les rayons du soleil, les renvoie sur un réflecteur en coquille et renvoie ce rayonnement solaire sur un fourneau, un plaque coupe-feu, et qui finalement permet aux cuisiniers de travailler traditionnellement sur un usage professionnel. Pendant plusieurs années, ils ont travaillé sur un format guinguette, et donc là, prochainement, ce restaurant va pouvoir ouvrir. Et donc, c'est cette question du comestible et de faire de la pédagogie par l'expérience de la gastronomie offre aussi du sens dans la manière de s'associer à une gestion écologique du territoire, dans la gestion de l'eau, puisque ce bâtiment est amené à ne pas rejeter d'eau usée, puisque toutes les eaux de cuisine vont passer dans des bassins de phytoépuration et être réinfiltrées dans les jardins. Donc il y a tout un écosystème entre le bâtiment et la parcelle. Le ruissellement pluvial est collecté dans une grande noue qui permet en pied de talus d'amorcer des dynamiques écologiques, puisque l'idée, c'est pas non plus d'amener de la terre végétale, mais plutôt de relancer des dynamiques écologiques par un assemblage et un choix de cortège floristique de plantes pionnières qui progressivement va permettre de maturer. Et on a quand même développé 2 poches productives et vivrières qui, de manière radiale, sont visibles depuis la salle de restaurant et nous permettent de comprendre la relation entre l'espace de production et la cuisine, puis l'assiette qu'on mange. La proposition a été faite d'amener un système agroforestier méditerranéen de haies stratifiées, c'est-à-dire une strate d'arbres, d'arbustes et de vivaces qui sont hautement résilientes puisqu'on est sur un motif en trio inspiré d'un agronome qui s'appelle Stéphane Sobkowiak, un Québécois, qui a développé ce modèle-là avec le climat continental et donc adapté ici au climat méditerranéen, où on a un arbre fixateur d'azote de la famille généralement des fabacées, un arbre à pépins et un arbre à noyaux, et on répète ce motif-là dans la ligne
et on le décale dans l'interrang. Donc il y a une meilleure protection au niveau parasitaire, au niveau phytosanitaire, et on a une fertilité. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas mettre une machine qui récolte des poires, des abricots et des pêches, mais c'est un travail manuel et qui progressivement va permettre d'amener de la fertilité. Et entre ces rangs, on va cultiver des planches permanentes en permaculture au niveau maraîchage. Ce qui nous a fait descendre à une échelle assez fine de l'art de manger et de bien manger sur le territoire, et qui nous renvoie aussi à une question du bien commun, où dans les territoires méditerranéens, on s'aperçoit qu'il y a d'autres expériences. En Italie, les biodistretto, qui correspondent un petit peu à nos parcs naturels régionaux, dans lesquels des collectivités décrètent que l'agriculture se convertit progressivement à l'agriculture biologique. Et donc c'est toute une filière agricole, hôtelière, de restauration qui s'organise avec des randonnées qui nous permettent de partir de la plage jusqu'à l'arrière-pays, boire du vin, consommer du fromage, et puis soit dormir sur place, soit redescendre à l'hôtel et consommer ces mêmes produits. Et en termes de bioéconomie, associée aussi à la gestion du risque incendie, on a des initiatives en Espagne, notamment en Catalogne, ce label Ramats de Foc, qui veut dire troupeau de feu, où la filière laitière et la filière viande identifient les troupeaux qui ont rendu un service à la collectivité en débroussaillant, en entretenant des zones de pare-feu et des zones d'appui. Et le fromage, le yaourt ou la viande qui est labellisée a forcément une plus-value en termes de qualité environnementale, mais aussi sociale, puisque le consommateur qui achète et soutient cette économie permet de rendre un service écologique à l'échelle territoriale. Vous avez en Catalogne aussi le Vin di Fumat, là sur la frontière franco-espagnole, ou le vignoble vers le secteur d'Argelès, la Jonquera. Les vignes qui sont aménagées en terrasse sont des zones d'appui par feu, et donc ce vin est identifié comme un lien avec ce rôle par feu. Et en Italie, de l'ameublement, de valorisation, de design, avec des bois brûlés qui sont implantés dans du mobilier, mais ça pourrait être des applications en porte ou en fenêtre ou en menuiserie. Donc se dire que finalement le feu est aussi dans l'ADN de ce savoir-vivre méditerranéen. J'arrive progressivement vers la fin, où le projet de paysage s'organise autour d'une stratégie de soins dans le temps long. On s'aperçoit qu'on se déporte de la saison estivale, qui est la saison qui focalise l'attention sur le risque incendie, et de se dire que finalement on a 3 autres saisons, automne, hiver, printemps, sur lesquelles on pourrait agir. Et donc finalement la boîte à outils du paysagiste, ça serait de dire qu'il y a 4 principes qu'il faudrait revendiquer et défendre et appliquer sur les territoires. Restituer une mosaïque paysagère qui consiste à dessiner de nouvelles lisières agri-urbaines, développer le brûlage dirigé comme un outil de régénération dans les zones où la mécanisation ou les troupeaux sont difficilement accessibles, qui permet de restaurer une écologie du feu, de donner à voir les brûlages et de faire une médiation culturelle et sociale autour de ces pratiques-là, de manière à réconcilier aussi les acteurs de la forêt et les citadins. Travailler dans le temps long, on l'a un peu évoqué cet après-midi, accompagner la fertilité et la résilience. Ce n'est pas des interventions et des investissements ponctuels, mais c'est plutôt un phasage à long terme qui amène du sens. Et bien sûr, on l'a vu, l'animal comme compagnon du projet pour valoriser la biomasse combustible en circuit court. J'arrive à cette dernière référence qui est le plan de paysage du Giussani, qui est la dernière commande, en tout cas l'unique commande plan de paysage et risque incendie identifié, qui est portée par l'association Usbio, qui est une association type loi 1901, qui a obtenu une délégation de maîtrise d'ouvrage par la collectivité, la communauté de communes de 4 villages, Olmicapella, Piogiola, Vallica et Mausoleo. Et cette vallée de Haute-Balagne, donc entre Calvi et Île-aux-Rousses, au pied du Monte Cinto, porte l'idée de développer l'échelle territoriale et une gestion culturelle du feu à travers une gestion plutôt agro-pastorale, puisque dans cette zone reculée de la Corse, le pastoralisme a quand même encore une place importante. Pour vous donner quelques éléments de repère, à nouveau en tant que paysagiste, l'idée c'est de donner des outils de compréhension qui permettent aussi aux habitants et aux élus
de reconnaître et de comprendre leur territoire. Donc le bloc est orienté avec le nord sur la droite, et donc on est orienté sur le bassin versant de la Tartagine et la Mellagia, et on s'aperçoit qu'on a 3 configurations de relief, un relief volcanique lié au complexe du Monte Cinto, un complexe métamorphique plutôt central au niveau de la géologie lié au complexe de Belgodère, et la partie sud du territoire qui est avec des reliefs moins importants et qui est en fait une nappe de charriage qu'on accroche au complexe liguro-piémontais et qui est une nappe qui a recouvert lors de l'érection alpine. Le Giussani, c'est ce rapport direct à la montagne. Et donc on a le village d'Olmi-Capella qui est aussi implanté sur des versants sud avec une gestion spécifique. Si on regarde d'après l'Adréal et les services de secours, on a la base de données incendie feu de forêt qui nous permet de comprendre la récurrence des feux. On s'aperçoit que la plupart des feux viennent de la Balagne et du bord de mer et remontent par les versants nord, le territoire. Et à chaque fois qu'on a une configuration en vallon, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, à chaque fois qu'on a une configuration en vallon, en fait le feu redouble d'intensité et plus la couleur est rouge et plus on a d'incendie. Donc à chaque fois qu'un feu s'est présenté en tête de vallon, on peut être sûr qu'il a franchi, en tout cas sauté par la crête. Cette perturbation, ce rythme de pression a induit une répartition des milieux. Donc on retrouve les pelouses et les landes plutôt sur les espaces incendiés. Il y a une grande corrélation entre la récurrence des feux et ces milieux ouverts qui correspondent à ces zones de crête, à la fois par des conditions climatiques, mais aussi des conditions de gestion par le pastoralisme et le passage de l'incendie. Le territoire du Giussani, la vallée centrale qui occupe les 4 villages, est assez particulière puisque c'est une des dernières chaînées pâturées de Corse, une des plus vieilles. Et cette configuration de chaînées pâturées offre une forme d'autoprotection face au feu, où si je reviens rapidement, on s'aperçoit que très peu de feux ont parcouru la partie centrale, alors qu'on a finalement une couverture boisée à proximité des villages. Et donc il y a cette intelligence qui a été développée au fil des années, où on s'aperçoit que les arbres à hauteur de bétail sont élagués, que par-dessous on a plutôt des prairies, et que les implantations sont denses en centre-bourg, qui ont permis de composer avec la pente et le soleil. Et les formations pionnières, donc on a le pin Lariche, le pin de Corse, qui est plutôt situé en altitude sur la haute vallée de la Tartagine et de la Mellagia, et on retrouve des chaînées, en tout cas des formations mixtes, de pinèdes et de chênaies, notamment sur les zones où on a un peu de déprise agricole, on retrouve des résineux qui arrivent autour. Donc là, c'est les forêts de pin Lariche qui accueillent aussi la citelle de Corse, espèce protégée, et le cerf de Corse aussi. Et si on descend à l'échelle urbaine, là c'est une lecture diachronique, donc une carte de 1950, on s'aperçoit que chaque village était implanté au droit d'un talweg, qui était un bassin d'alimentation et d'irrigation pour une colonne vertébrale de jardin en terrasse qui était respectée, et au-delà de cette zone humide, on implantait en crête le bâti, donc c'est assez récurrent, c'est un motif paysager assez récurrent, hormis pour le village de Valica qui lui avait plutôt des puits pour s'alimenter et pour irriguer. Donc là c'est Olmi-Capella, où on s'aperçoit qu'on a bien le tracé du talweg qui est respecté et une mise à distance du bâti plutôt sur les points hauts. Et donc on a un aménagement en terrasse qui permettait de capter, ralentir et diffuser l'irrigation et les cultures. Et ce qui nous amène à se dire qu'autrefois, le motif paysager était un bocage corse avec un système agroforestier traditionnel d'arbres-trognes et de complémentarité entre la production agricole et des productions forestières. Et ce qui aujourd'hui est en régression, on s'aperçoit que les terrasses les plus hautes ont été abandonnées et ont été reconquises par des zones de résineux. Par contre, en termes d'urbanisme, et ça on peut le saluer, le développement ne s'est pas fait en intrusion sur les zones cultivées. Chaque vallon était déjà connu et reconnu comme un espace de bien commun et donc à préserver. Ce qui nous amène aujourd'hui, par rapport au risque incendie,
à cette configuration où on voit bien la forêt a regagné, s'est redéveloppée sur les anciennes zones de culture, où on a une difficulté à atteindre le seuil critique de débroussaillement, puisque on est en Corse, le foncier est extrêmement morcelé, avec des populations vieillissantes, des difficultés à mettre en œuvre ce débroussaillement. Donc une progression des lisières forestières autour du bâti. Donc la proposition qui a été faite, c'était de se dire si au-delà des 50 mètres, on inventait 150 mètres d'extension d'intérêt général pour arriver à une épaisseur de 200 mètres au final. Et ces 150 mètres permettraient d'avoir une gestion mutualisée du territoire et de développer une cartographie d'aide à la décision pour identifier notamment les parcelles prioritaires. L'idée, c'est d'évaluer les peuplements forestiers qui sont touchés et concernés par ce peuplement, ce qui fait que sur l'ensemble de ces villages, on arrive à un potentiel de 623 hectares. Et l'idée, c'est de proposer une complémentarité à la fois entre les filières agricoles, grâce à des circuits courts, des outils comme un groupement d'intérêt économique et écologique, une association foncière pastorale qui est déjà présente et qui est prête, en gros, à engager du pastoralisme sur ces secteurs-là, et mobiliser aussi les filières agricoles et architecturales autour de la réhabilitation thermique du bâtiment, en se disant que ce bâti, qui date de la Troisième République, mériterait d'être protégé et amélioré. Pour ça, il y a un guide qui s'appelle « Construire durable en zone à risque incendie » qui provient de Envirobat BDM, Bâtiment durable méditerranéen, et qui propose de gérer la gestion et de la construction en zone à risque incendie. Et j'arrive à la fin. L'idée, c'est d'activer une démarche expérimentale, notamment à travers le foncier communal, où on s'aperçoit que dans ces 150 mètres déclarés d'intérêt général, on a un potentiel de 237 hectares en forêt communale. Alors la forêt communale, elle est soumise au régime forestier, et ce régime forestier, il y contraint, en tout cas, il limite le pastoralisme. L'idée, c'est d'amener à la fois les acteurs type ONF et les acteurs publics autour de la table en se disant que cette zone d'interface devient un espace stratégique de projet. À terme, l'idée, c'est de mettre à disposition des acteurs en charge à la fois de la gestion du risque incendie, mais aussi des collectivités et de l'intercommunalité, qui sera maître d'œuvre prioritaire via la médiation de l'association Ousbirou, inventer une nouvelle figure territoriale de reconquête agricole avec une vocation DFCI. Donc c'est finalement un exercice ascendant où le territoire propose des modalités de gestion dont le co-bénéfice est qu'à terme, on ait une réduction de la vulnérabilité incendie. Et donc on voit qu'il y a aussi une grande familiarité avec la pratique culturelle qu'on a en forêt usagère de la Teste de Buch, où on a cette dissociation entre propriété et usage. Et l'idée, c'est de développer un projet économique et culturel du territoire grâce à une nouvelle gouvernance, où on met de nouveaux acteurs autour de ce territoire. Et donc, on l'a vu à travers l'ensemble de ces projets, c'est de proposer une lecture créative et poétique pour passer du combustible au comestible, et que le projet de paysage, il permet à la fois de construire un récit commun entre les différents acteurs du territoire, et que les espaces agroforestiers ont vraiment un rôle pour annouer une nouvelle gouvernance du risque qui repose sur la compréhension de l'écologie du feu et d'investir dans une trajectoire de transition écologique et énergétique. Et je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions ? Oui, est-ce qu'il y a des questions ? C'est juste la deuxième étude que tu nous as montrée. Quels étaient les commanditaires ? Alors la deuxième étude, Gonfaron. Alors ce feu de Gonfaron, c'est le syndicat mixte du massif des Morts via un fonds de dotation qui était mis à disposition avec la région, le fonds Respire. La fondation CMA-CGM a abondé à hauteur d'1,5 million et le département, la région,
se mobiliser. Et donc l'idée de cette étude, c'était de faire une forme d'arbitrage, en tout cas d'études préalables, pour se dire où allaient être investis ces fonds, qui sont quand même significatifs. Mais si on devait les répartir et les diluer sur les 6000 hectares de la zone incendiée, avait peu de conséquences. Et c'est pour ça qu'on a défini des zones charnières, c'est-à-dire les zones de rupture de pente entre la plaine et le versant nord, la ligne de crête et les zones de versant, en se disant identifions de manière prioritaire et mobilisons les fonds sur ces parcelles-là, puisqu'on sait que c'est dans ces endroits-là où le feu change de comportement, entre la plaine où il arrive avec une faible intensité, dès qu'il attaque le versant Ubac, c'est la rampe de lancement de tous les grands feux varois historiques. Donc de casser cette dynamique du feu, passer par vraiment une stratégie d'animation foncière et de mobilisation des propriétaires. Donc ça a été cette étude-là qui a été calibrée. D'autres questions? C'était dense. Ouais, moi, j'avais une toute petite question par rapport aux lisières. À un moment donné, tu as exprimé, on va dire, des principes un peu généraux sur l'intérêt de réinvestir les lisières. Du coup, j'avais une question sur est-ce que tu avais eu l'occasion d'expérimenter, on va dire, ces principes et après, j'ai vu que dans le plan de paysage en Corse, c'était peut-être une des premières manières de l'expérimenter. Est-ce que tu avais finalement pu justement expérimenter de façon plus générale justement le travail sur les lisières au travers de projets opérationnels ou un peu stratégiques? Alors, dans le cadre de réflexion, c'est vrai, sur des maîtrises d'œuvre ou des études préalables, ce sujet, je l'amène puisque c'est un cœur de réflexion. Mais en termes de mise en œuvre, c'est vrai que le plan de paysage du Giussani est celui qui est le plus abouti, en tout cas qui rassemble le plus de sujets, puisqu'on a à la fois l'interface habitat-forêt, le levier économique avec l'élevage et des pratiques sylvicoles, et puis une mobilisation des élus qui ont compris l'intérêt de s'engager à travers cette démarche-là, qui se reconnaissent aussi dans un scénario et un récit de projet qui fait sens par rapport à l'histoire du territoire et qui, d'un point de vue trajectoire climatique, est aussi cohérent. Donc là, on est à un point de bascule. Hein. On a terminé la phase de stratégie et on va passer à la traduction en plan d'action. Et chaque fiche action visera à trouver les leviers opérationnels ou les porteurs de projets ou les leviers juridiques. En tout cas, sur le territoire, on avait plutôt une bonne configuration au niveau territorial, historique, et en même temps un certain nombre d'acteurs motivés, aussi bien du côté des acteurs publics que des acteurs privés, éleveurs et autres, qui sont prêts à investir cette trajectoire-là. Donc le projet de paysage, il a réussi, à mon sens, à articuler des sujets qui étaient plutôt conflictuels au point de départ, puisqu'on est quand même dans un exercice de prévention des risques majeurs. Donc il y a des enjeux de responsabilité qui vont jusqu'au pénal entre le préfet ou le maire. Et donc là, c'était d'amener une démarche plutôt ascendante qui part du territoire en se disant les élus et les acteurs du territoire revendiquent une approche culturelle et portent une stratégie de réduction de la vulnérabilité en agissant sur le combustible, puisque à partir du moment où on a réduit la charge de combustible, on comprend que le feu au voisinage des interfaces va perdre en intensité, permettant aux forces de secours d'agir sur le développement en espace naturel. Donc voilà, la réponse, après tout ça, c'est réellement le plan de paysage représente l'étude et en tout cas la mission d'application la plus aboutie par rapport à cette méthodologie que je propose. Et on voit qu'il y a un potentiel assez colossal, je parle aux paysagistes et à la fédération, de se dire d'autres territoires ont très certainement un ADN ou en tout cas des similitudes sur des configurations d'interface habitat-forêt. Peut-être que les acteurs et les porteurs de projets seront différents, mais en tout cas, la compréhension de l'écologie du feu et la compréhension de la réponse opérationnelle telle qu'elle est réalisée par les pompiers nous amène à nous dire il y a une responsabilité sur l'aménagement du territoire et la gestion dans le temps long. C'est bien là où les paysagistes ont, à mon sens, un rôle à jouer. C'est de mobiliser du financement dans le temps long
potentiellement créer de la richesse, on l'a vu avec des ressources agricoles à haute valeur environnementale et sociale, faire vivre des filières complètes, et sur la valorisation d'une économie forestière, si on trouvait des applications architecturales avec la construction en matériaux bio-géosourcés, ça fait un potentiel et un gisement de projets assez conséquent. Et donc les études pluridisciplinaires, elles sont tout à fait importantes, de mixer des compétences d'écologues, d'ingénieurs forestiers, d'architectes, d'urbanistes. Et là, sur l'étude de Gonfaron, elle était assez inédite, puisqu'on a fait, durant 3 mois, 7 diagnostics thématiques qui vont du changement climatique à l'étude économique, paysagère, forestière, sylvo-pastorale et autres. Tous ces éléments sont aussi disponibles sur le site du CNPF, qui était partenaire avec l'ONF de l'étude. Et donc se dire, il y a vraiment un porté à connaissance qui a été fait, et à partir du moment où on comprend mieux les réalités sur le territoire, on est capable d'inventer ces structures de médiation et de réponse opérationnelle. C'est souvent ça qui manque aujourd'hui. On voit qu'il y a un enjeu de solidarité territoriale, mais il y a un enjeu de programmation stratégique et d'opérationnalité qui fait défaut. Et aujourd'hui, on n'a pas l'acteur identifié ou la structure de médiation entre l'État et les collectivités, puis les propriétaires privés ou résidents ou habitants. Et là, la proposition, c'est de revenir avec une proposition plus transversale et qui élargit un petit peu la gouvernance du risque, non pas en phase de crise, mais plutôt en hors-saison, sur le volet de prévention. Et j'ai le sentiment que ça aide à opérationnaliser ce qu'on appelle résilience, qui est un vœu pieux, mais au moment où il faut savoir sur quoi on agit, finalement, là, il y a 4 principes qui peuvent très vite trouver une traduction sur les territoires. Je vais juste repréciser, mais on peut aussi en parler devant un coup à boire. En fait, il y a une politique en ce moment d'arrachage des vignes, un peu partout sur le territoire français. Enfin, nous, en tout cas, sur notre département, on est particulièrement impacté. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait une politique qui versait des subventions aux propriétaires qui arrachaient leurs vignes, dans la mesure où ils s'engageaient à laisser en jachère leur terrain pendant je ne sais plus combien d'années. Et du coup, je me dis que c'est un peu dangereux par rapport à ce risque incendie, puisque tu disais qu'en fait, finalement, les vignes, c'était un des facteurs un peu limitants. Et là, si on laisse, avec cette politique, des espaces en jachère, en broussailles, en fait, on va faire des appels. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous avez eu ce type de sujet ces derniers temps. Propose de l'argent pour planter les plants forestiers, tout ça, donc c'est génial, on renaturalise. Ah non, même pas, t'as pas le droit normalement. Ah si, là c'est carrément, on va planter. Parce que moi, vous n'avez pas y toucher. C'est renaturalité. Je crois que vous ne parlez pas de la même chose. Il y en a qui parlent d'arracher et mise en jachère, et là c'est replantation et sur le plan de... Sur la décarbonation, ça. Sur la décarbonation. Oui, moi j'ai entendu que cette politique, d'ailleurs, et du coup, effectivement, Peut-être micro. Pour les propriétaires, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, évidemment, ils aimeraient faire quelque chose de ces terrains-là. Et notamment, donc j'en discutais, je leur ai dit pourquoi tu plantes pas du chêne-liège, et parce que ça peut être aussi une autre ressource, voire de mélanger peut-être des cultures. Je ne sais pas si on peut faire des vignes sous du chêne, je ne sais pas, je crois que oui. Enfin, au Portugal, il me semblait que ça commençait en tout cas. Bon, voilà, le sujet viticulture, il est clairement sur la table puisque les pompiers identifient ces espaces de vignobles jusqu'à présent comme des zones de pare-feu. Et il y a 2 trajectoires, une gestion conventionnelle avec l'interrang labouré et qui fait qu'effectivement, lorsque la lame de flamme approche le vignoble n'ayant plus de combustible, la vigne de fait coupe la dynamique du feu. À l'opposé, on s'aperçoit, et ça a été le cas notamment sur l'incendie de Générac en 2019 dans le Gard, où la vigne était gérée en agriculture biologique avec un enherbement interrang. Et donc un feu qui s'est propagé de puèche en puèche, donc des petites collines boisées, en fait a traversé le vignoble, à la grande surprise des pompiers, puisque cet interrang a fait un effet de mèche et diffusant le feu. Donc, et effectivement, à chaque fois qu'on pense trouver la solution, on s'aperçoit qu'il y a une contrainte qui est soit climatique, mais qui en réalité, lorsqu'on l'appréhende à une échelle territoriale,
nous fait bien nous dire peut-être qu'il faut réfléchir à un espace mosaïque au-delà du vignoble. Ce n'est pas la vigne qui fait écran par feu, mais c'est peut-être une rupture de combustible avec du pâturage en lisière de terroir en viticulture et la forêt qui est un petit peu plus loin. La viticulture, elle a un autre défaut, en tout cas notamment en zone sud, c'est que c'est une viticulture qui est de plus en plus irriguée avec du forage, donc une responsabilité aussi sur la ressource en eau par rapport aux questions climatiques, et une vigne qui devient de plus en plus précoce dans son point de maturation, avec des taux de sucre de plus en plus élevés puisqu'elle mûrit plus vite, donc des taux d'alcool très élevés. Donc il me semble que le secteur de la vigne, notamment en région méditerranéenne, a des vrais défis sur la question d'ombrager le vignoble, d'introduire plutôt des conduites en agroforesterie. Et il me semble que le CIRAD ou l'INRA travaillent sur des dimensions, en tout cas de calibrage d'interrants, sous tous les combien de rangs de vigne on peut implanter des arbres et quels sont les effets de lisière qui sont générés par les masques d'ombrage sur les cultures en termes de gains ou de perte de productivité. Donc la question agroforestière, elle est clairement sur la table, aussi bien pour la partie agricole au sens d'un foncier labellisé A, mais aussi agroforestière, dans le sens où on peut développer des itinéraires de gestion sur des espaces forestiers avec des plantations d'enrichissement. Peut-être qu'on peut replanter des oliviers sur ce qui était autrefois d'anciennes terrasses de culture. Peut-être qu'en versant Ubac, on peut redynamiser la culture du châtaignier, peut-être pas pour faire du fruit, mais pour faire du bois, avec une rotation de taillis sur châtaignier, dont la vocation, c'est pas simplement de faire des piquets pour de la ganivelle, mais peut-être des menuiseries, et des portes et des fenêtres. Voilà, il me semble que agriculture et architecture ont vraiment des relations avec une inscription territoriale dans la capacité à restructurer des filières. Bien souvent, les gestionnaires forestiers disent on n'a pas l'effet d'appel en aval de la filière, donc on ne va pas sortir des bois pour faire du bois d'œuvre type menuiserie ou charpente. Mais en revanche, on n'a pas de commande publique ou de maître d'œuvre qui décide de construire. C'est plutôt sur un format catalogue de matériaux à disposition. Et là, l'idée, c'est de relocaliser. Je dis ça, mais il y a malgré tout des architectes qui œuvrent dans les territoires ruraux. Je pense à Simon Tessou, Christophe Aubertin ou Pierre Janin ou Boris Boucher, qui sont des architectes de la ruralité et qui, par le projet aussi, ont une posture militante et disent on va essayer de sourcer, comme un cuisinier s'approvisionne en local, un architecte réfléchit à s'approvisionner et construire en local avec de la pierre, du bois ou de la terre. Et ça appelle de suite une autre matérialité, une autre réponse que le standard de la villa individuelle avec les codes tels qu'ils sont calibrés dans les PLU. Et donc j'arrive à ce sujet des documents d'urbanisme. Il y a bien une nécessité de trouver, si ce n'est des outils de traduction, en tout cas des annexes type OAP, orientation d'aménagement et de programmation, qui vont spécifiquement identifier ces lisières comme des zones d'aménagement prioritaires et qui vont investir grâce au plan vert, au fonds vert, pour accroître la résilience à la fois des habitants, mais aussi des peuplements, puisqu'on sait que c'est dans ces lisières, généralement, que la plupart des feux éclosent et se propagent. 90% des feux sont d'origine humaine, accidentelle ou malveillante. En tout cas, on a une responsabilité en tant que société à habiter au voisinage de la forêt, d'aménager, et c'est peut-être pas un rapport frontal qui est proposé, mais un rapport composé en mosaïque. Et si je dis la figure de l'Érial en Nouvelle-Aquitaine, ça a du sens. Si je dis le Ukumunu en Corse, ça a du sens. Le Patek en Provence, on s'aperçoit que souvent, dans l'agencement urbain, il y avait des espaces communs qui servaient à se rassembler, à produire en commun. Et re-questionner cet espace commun aujourd'hui avec des outils juridiques et réglementaires peut avoir du sens pour appréhender la question des risques. On le voit que dans le risque inondation, la transition, en tout cas la méthodologie, c'est d'autant plus ouverte. On construit moins de digues et de barrages. On est plutôt à se dire comment on va accueillir l'aléa sur le territoire,
Le feu de forêt est plus compliqué puisque ce n'est pas les questions de topographie et de hauteur d'eau, mais c'est tant qu'on a du combustible, ça peut brûler. Donc travaillons une autre carte d'aide à la décision qui se développe sur le territoire. Merci Jordan. Merci.